Bonsoir, merci de nous rejoindre sur TV Fil 78 pour cette nouvelle édition de votre journal quotidien. Les titres de ce jeudi 25 juin 2015. Les taxis en guerre contre les VTC et l'application Uber. Des manifestations parfois violentes dans la capitale et les principales villes de France. Mobilisation aussi sur les Yvelines à Versailles avec des rassemblements devant la préfecture. Première instance de ce type en France, le Conseil des institutions musulmanes des Yvelines vient d'être lancé. Il doit permettre réflexion et médiation afin d'apporter des solutions. Invité pour en parler, Mohamed Ould Kéroubi, président de l'association des musulmans des Yvelines. Et puis, dernier volet de notre dossier consacré à l'Europe avec ce soir le dispositif Back to School. Il permet à des membres du personnel des institutions européennes de s'inviter le temps d'une journée dans leurs anciennes écoles pour y parler de leur métier. Aujourd'hui, les taxis étaient donc dans la rue dans de nombreuses villes de France, des opérations escargots, mais aussi des blocages aux abords des aéroports, notamment pour manifester leur mécontentement face à la concurrence qu'ils jugent déloyale de ce nouveau service Uber Pop. Certains dérapages à noter, des scènes de violence également du côté des Yvelines. Deux cortèges se sont élancés jusqu'à la préfecture de Versailles pour faire valoir leurs différentes revendications et elles ont été entendues. William L pour ce reportage. Le service de VTC Uber Pop est désormais interdit dans les Yvelines. Ce matin, les voyants des taxis étaient au rouge, à l'arrêt complet à Versailles devant la préfecture. Au cœur du problème, la demande d'un arrêté départemental interdisant l'application, une demande soutenue par le préfet des Yvelines. L'année dernière, quand on ouvrait l'application, on voyait quasiment pas d'Uber Pop sur la périphérie de Versailles, on va dire. Dans moins d'un an, ça a commencé autour de Versailles. Aujourd'hui, vous ouvrez l'application un soir aux heures de pointe, dans la soirée. C'est rempli d'Uber Pop de Rambouillet à Versailles le long de la Nationale 10. Par exemple, je prends un axe, par exemple dans les grands axes. Mais non, aujourd'hui, Uber Pop est très présent sur la banlieue. Uber Pop dans le viseur des taxis. L'application qui propose les services de chauffeurs particuliers se développe de plus en plus dans le département, obligeant les taxis à partager le marché avec cette nouvelle concurrence. Maintenant, on a d'autres revendications qui, elles, sont plus d'une portée nationale, qui, là, concernent le VTC au sens large, une révision de la loi pour qu'on arrive à un équilibre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La loi, elle est bafouée, elle est complètement déséquilibrée par les actions en justice. La deuxième chose, c'est sur l'axe de la formation, puisqu'on a un problème d'accès à la profession, ce qui est un peu gênant dans un moment où l'emploi est difficile. On est arrivé en quelques années de 4 sessions d'examen par an à 1, ce qui ne permet pas le renouvellement de la profession, ce qui implique des délais assez longs pour accéder dans le métier. Aujourd'hui, en moyenne, on est, on va dire, sur une moyenne de 2 années entre le moment où on se décide et le moment où on accède éventuellement au métier, ce qui décourage beaucoup de vocations. Ce matin, plus de 200 taxis étaient présents en préfecture. Après avoir obtenu satisfaction sur la demande d'arrêté interdisant l'application, les taxis ont rejoint l'autoroute A13 pour soutenir le mouvement national. C'est cette annonce à présent du Conseil départemental des Yvelines. Les villes qui ont bénéficié, pour les inciter à construire des logements, bénéficier de primes, vont devoir rendre des comptes. Elles sont une quinzaine à être dans le collimateur pour ne pas avoir développé suffisamment leur offre résidentielle. Trappes, par exemple, va devoir rembourser 215 000 € sur les 7 millions qui ont été octroyés par le Conseil départemental. Donc. Les plans de déplacement interentreprises fêtent cette année à leurs 5 ans. L'occasion de tirer le bilan de ces premières années pour la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, mais aussi la CCI de Versailles-Yvelines et les entreprises partenaires ainsi que les différents acteurs de ce dispositif pour fluidifier les déplacements domicile-travail. Toutes les précisions, Mélanie Poquet. Inciter les salariés des grandes entreprises à délaisser leur voiture au profit d'autres modes de transport, c'est le but des PDIE, les plans de déplacement interentreprises. Ils ont été mis en place en 2009 par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, la CCI Versailles-Yvelines et les entreprises volontaires. On a des premiers résultats qui sont déjà intéressants, ça progresse, c'est positif, mais ça ne progresse pas assez vite. 15% de nos salariés qui utilisent les transports en commun, avec une amélioration de 0,5% par an. Avant de passer à 20%, il va falloir quelques années. C'est 10 ans. Donc on voudrait y arriver plutôt en 2020 qu'en 2025. Et si on peut le faire plus tôt, ce sera encore mieux. Aujourd'hui, 39 entreprises font partie du dispositif sur Saint-Quentin en Yvelines avec les secteurs Trappes et Lancourt, le technocentre Mérenté, Saules, Sanglier, Pissalou, Clé-Saint-Pierre et le secteur centre Montigny-Guyancourt.
50 000 personnes en bénéficient. Pour renforcer les PDIE, ce sont les habitudes qu'il faut avant tout changer. Ils sont dans un réflexe voiture, donc ils ne se posent pas forcément la question de faire autrement. Ils n'ont pas forcément la connaissance de l'existence de toutes les alternatives qui s'offrent à eux. Il peut y avoir aussi des conditions qui facilitent cet usage-là. Si par exemple ils ont du stationnement facilement sur le lieu de travail, ça va forcément faciliter l'usage de la voiture. Chaque entreprise peut choisir son mode de déplacement. Ilti, basé à Manille-les-Hameaux, a choisi le covoiturage grâce à une application lancée par une start-up parisienne. Le Crédit Agricole, dont les bureaux sont à Guyancourt, favorise les modes doux et notamment le vélo à assistance électrique. Les 2500 employés bénéficient aujourd'hui d'une flotte de 10 vélos. Nous, on privilégie essentiellement l'offre de bus proposée par la Casqui. On ne veut pas mettre de navettes propres parce que justement, on n'a pas la capacité non plus de fournir le nombre d'usagers qui peut permettre de rentabiliser une offre de navettes. Nos salariés viennent d'un peu partout, sont assez mobiles. Donc on privilégie au maximum le travail avec la communauté d'agglomération et par-delà avec le STIF pour développer, faciliter les transports collectifs existants. Sur les 3000 employés que compte le site Airbus dans la zone Clé-Saint-Pierre, 15% bénéficient des améliorations apportées sur plusieurs lignes de bus, dont 3 principales. D'autres projets sont en cours de réflexion pour réduire les heures de transport ou favoriser le rapprochement habitat-travail. Pour les 5 années à venir, les différents acteurs souhaitent accélérer les effets. Pour 2015, Maurepas est la seule ville du département à intégrer la politique de la ville. Les documents ont été signés officiellement hier en mairie. L'objectif de ce contrat, réduire les inégalités économiques et sociales entre les différents territoires de la commune. Pour cela, des aides financières vont être débloquées tous les ans. Le reportage est signé Michael Elmidoro et Elodie Moine. C'est officiel, Maurepas vient d'intégrer la politique de la ville. Les documents ont été signés ce mercredi en présence de Grégory Garestier, le maire de la commune, et du préfet des Yvelines. Ce contrat vise à revaloriser certains secteurs en difficulté et réduire les inégalités sociales entre territoires. Pour Maurepas, l'État a ciblé le quartier des Friches et ses 1630 habitants. On a fait un carroyage national avec des carrés de 200 mètres sur 200 mètres et il fallait qu'il y ait plus de 1000 habitants dans ce carré avec un revenu médian qui soit inférieur à la moyenne nationale, ce qui est le cas du quartier des Friches ici sur Maurepas et donc il a été sélectionné comme étant quartier de la politique de la ville. Au total, 30 000 € vont être débloqués cette année par l'État pour aider le quartier. D'autres appuis financiers seront distribués jusqu'en 2020. Alors les 30 000 € sont répartis sur les 3 piliers fondamentaux du contrat de ville que sont donc la cohésion sociale, le cadre de vie et le développement économique. Et donc à l'intérieur de ce contrat de ville, vous avez un ensemble d'actions, notamment pour l'éducation, c'est la mise en place d'un projet éducatif et d'un plan éducatif pour les élèves qui sont en difficulté scolaire, et puis aussi sur l'emploi, puisque nous allons créer des soirées entreprises, donc avec les habitants qui cherchent un travail et en relation et en partenariat aussi avec le Pôle emploi par exemple. Le travail, c'est s'émanciper et permettre également d'avoir une meilleure vie. Le contrat a été signé pour une durée de 6 ans. Il est ensuite renouvelable, mais l'objectif de la mairie est de redresser le quartier le plus rapidement possible pour le faire sortir de la politique de la ville. La volonté, c'est d'aider au travers d'un dispositif et d'actions spécifiques, de faire sortir ce quartier de la politique de la ville, parce que la politique de la ville, elle est là que pour aider ponctuellement finalement un quartier. Et l'idée, comme le rappelait tout à l'heure le préfet dans son discours, ce n'est pas de pérenniser dans le temps, mais de faire sortir justement ce quartier pour qu'il soit finalement comme les autres. Maurepas est la seule commune des Yvelines entrant en 2015 dans le cadre de la politique de la ville. Invité à présent de ce journal, Mohamed Oubde Kéroubi, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes Bonjour. le président de l'association des musulmans de Versailles, accompagné de Salik Sall. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association des musulmans de Saint-Germain-en-Laye. On va revenir avec vous sur la création du Conseil des institutions musulmanes dans les Yvelines. C'est une première en France, lancée la semaine dernière en présence du préfet, car c'est une instance de dialogue entre l'État et les représentants du culte musulman. Je le disais, c'est une première. Ça va servir à quoi ? D'abord, ça va servir à quoi? Le CIMI répond à un besoin. Un besoin qui, au fur et à mesure du temps, s'est vu propulsé au stade de devoir, pour des raisons très diverses. Naturellement, les besoins de la communauté musulmane, mais aussi les besoins des citoyens musulmans de se sentir pleinement citoyens. Donc, dans cette dynamique-là, eh bien, le CIMI va s'employer à travers une vision qu'il va distiller à satisfaire à ce besoin. Ça veut dire que l'on a visité
quelque part de tous les côtés au soleil exposé les besoins des citoyens musulmans. Et puis il y a des gens qui pensent que la France pourrait mieux vivre si il y avait des instances qui, comme le CIMI, pouvaient s'activer pour permettre justement à la question du lien social et du vivre ensemble de mieux s'épanouir. Vous en attendez quoi, vous par exemple, concrètement, en tant que président d'une association représentative de musulmans? Il y a aussi toutes les problématiques aujourd'hui que les structures, je dirais, musulmanes vivent au quotidien, les problèmes de salles de prière ou de mosquées, je dirais donc plus généralement également les problèmes du culte. On va parler de l'Aïd el-Kébir, le mois de Ramadan, avec les problèmes d'espace pour pouvoir faire les prières nocturnes. Voilà, donc ça va fluidifier le dialogue avec les élus, par exemple. C'est ce que nous espérons, parce que dans le dialogue qui est proposé, il y a effectivement l'État via la préfecture, il y a donc l'Union des maires des Yvelines, donc qui vraiment donc sont acteurs pleinement au niveau local. Et donc il y a aussi éventuellement donc, les autres cultes, que ce soit les chrétiens ou les juifs, donc ils vont permettre vraiment d'ouvrir le débat d'une façon générale et d'essayer de trouver des solutions, on va dire, pour l'ensemble des acteurs et en particulier la communauté musulmane. Je vais vous poser clairement la question, est-ce que là, avec cette démarche, on est aussi dans une volonté de transparence, de rassurer aussi les non-musulmans cette fois-ci? Vous le disiez, il y a plusieurs raisons pour la création de ce conseil. Les événements du début de l'année, les attentats à Charlie Hebdo par exemple, en font partie. Est-ce qu'on est aussi dans cette démarche-là? Oui, mais il y a la transparence, il y a de la visibilité, mais pour être plus concret, il y a la mise, j'allais dire, en commun, une volonté de mutualiser des compétences pour permettre à tout un chacun de mieux s'approprier un problème. Et chacun, nous sommes partenaires de ce dispositif. Donc ça veut dire, dans cet exercice, dans cette dynamique, étant donné que nous sommes dans une instance de dialogue, à l'endroit des autorités, à l'endroit d'abord de la communauté musulmane, parce qu'on a besoin de toutes ces remontées et de revisiter les problèmes et de poser les problématiques peut-être un peu autrement, de manière à ce que ça puisse ça puisse cheminer vers une solution à travers d'abord, comme je l'ai dit, la communauté musulmane et bien sûr les différents partenaires, l'État comme M. Salik vient de le préciser, les différents maires, ça dépend du problème. Chaque problème a sa caractéristique, d'accord? Donc il nous faut, si on va utiliser un langage scientifique, essayer communément, ensemble, d'établir l'équation d'État pour pouvoir voir comment, de manière apaisée, nous pouvons apporter des solutions à des problèmes qui aujourd'hui créent du mal-vivre dans la société, et notamment à l'endroit de la communauté musulmane et du citoyen musulman. Donc tout cela, c'est quelque chose qui est grand, qui est titanesque, mais il ne nous fait pas peur à partir du moment où toutes les bonnes volontés acceptent de s'associer à ce projet. Nous allons voir plus en détail comment cela fonctionne. On va juste faire une petite pause avec notre micro-trottoir, notre question du jour, ce conseil des institutions musulmanes. Est-ce une bonne idée, tout simplement? Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est une très bonne idée. C'est vrai que je ne suis pas très au clair par rapport au dialogue sur les musulmans et la communauté française, mais je pense que c'est une bonne idée pour amener un peu de cohésion sociale, donc c'est bien. C'est une excellente chose. Tout ce qui peut favoriser le dialogue, je suis absolument pour. C'est quelque chose de très important. Déjà, c'est pas seulement communauté entre communauté noire ou communauté blanche, mais aussi c'est entre toutes les communautés, toutes confessions confondues, toutes religions ou représentations sociales confondues. Donc ça permet aussi de réduire certains nombres de conflits ou bien de préjugés. Je ne suis pas musulman et que je ne connais pas vraiment de musulmans. Je dis c'est bien, pour moi c'est un plus. Ça me paraît évident que tout le monde doit avoir droit à la parole. Après, il faut que ce soit pour tout le monde, enfin que c'est possible pour tout le monde, pour toutes les religions, il faudrait qu'il y ait ça en fait. C'est pas uniquement pour la population musulmane. Parce que c'est vrai que ça peut engendrer une stigmatisation. Je vais vous faire réagir par rapport à la stigmatisation. Juste une petite précision par rapport au micro-trottoir. On peut très bien être musulman et français. Ce n'est pas une nationalité musulman. J'ai juste une petite remarque pour être bien clair. Sur cette stigmatisation, justement, la création de ce conseil spécifique aux musulmans, il faudrait la même chose pour les autres religions? Je pense que pour la religion chrétienne, elle a déjà cheminé. Elle est, on va dire. Vous n'avez pas une peur de stigmatisation, une nouvelle fois, en créant un conseil spécifique?
Je ne pense pas que ça serve puisque d'abord ça a été salué par l'ensemble des communautés qui étaient présentes le jour de l'installation, d'une part. D'autre part, nous émergeons d'expériences qui sont multiples et diverses, et je suis moi-même vice-président du groupe interreligieux pour la paix. Donc je mesure à partir de ce référentiel-là ce besoin, et on est loin, au contraire, on est là pour éviter justement cette stigmatisation, puisque nous gagnons en proximité. Et nous, l'esprit fraternel qui habite, par exemple, le groupe interreligieux pour la paix, on sent une certaine fraternité, les gens sont à l'aise, et puis on regarde plutôt le problème en tant que problème, et nous essayons, en consultation et en nous enrichissant les uns des autres, d'apporter des éclaircissements. Il faut justement sortir de cette vision introverti, où on parle de l'islam tel qu'une chose, un dossier qu'on ne connaîtrait pas. Donc si plus on gagne de la distance, plus on réduit la distance, et mieux on est. Donc le CIMI, il est là pour créer du lien, justement, et voir dans quelle mesure on pourrait, c'est-à-dire faire avancer la société française vers une condition plus apaisée. Est-ce que je peux juste préciser, en fait, toutes les autres grandes religions, on va dire donc les catholiques ou les juifs, donc ont déjà une instance donc de dialogue. Donc là, c'est juste un manque en fait qui est comblé par rapport à la communauté entre guillemets musulmane. Voilà. Est-ce que la création aussi de ce conseil doit permettre un meilleur contrôle, ou en tout cas prévenir la radicalisation dont on parle assez souvent ? Est-ce que c'est le but? Est-ce que vous avez des consignes par rapport à ça? C'est un point qui interpelle tout le monde, aussi bien, on va dire... Qui doit vous préoccuper aussi, j'imagine. Voilà, qui interpelle forcément tout le monde. D'une part, donc, comme vous l'avez dit, on est citoyen, mais on peut être musulman, donc ce n'est pas antinomique. Et deuxième chose, de voir donc des jeunes qui se radicalisent, ça nous émeut, comme ça peut émettre, donc, on va dire, l'ensemble de la population. Bon. Le CIMI n'a pas vocation, on va dire, ou ne peut pas se saisir et corriger tous les problèmes, mais il va y avoir une réflexion. On va donc, parce qu'on est tous des gens de terrain, et nous allons essayer aussi, dans la mesure de notre possible, parce que c'est un phénomène quand même national, d'essayer d'apporter des solutions à la mesure de nos moyens. Quels sont vos moyens? Comment ça va fonctionner justement ce conseil? Il y aura des réunions mensuelles? Je pense que oui, il y aura des réunions, mais je veux dire, avant cela, il faut s'attarder un peu sur la vision. Vous avez parlé du phénomène de radicalisation. À quel moment ce phénomène il va s'intensifier? Lorsque les équilibres dans une société sont rompus, lorsqu'il y a une panne de lien. Or, aujourd'hui, le CIMI, avec d'autres acteurs, le CIMI n'est que, disons, une première chose, on va dire... C'est une expérience qui est intéressante, d'autant qu'il y a un amont CIMI, donc ça veut dire que les expériences existent. C'est juste que l'installation vient propulser le CIMI, lui donner plus de force, plus de vigueur, donc de manière à ce que nous puissions, parce qu'il y a des gens qui y croient, parce qu'il y a des expériences, des échanges, il y a des choses, il y a un actif qui a permis d'installer le CIMI. Il n'a pas été installé comme ça, on va essayer quelque chose. Donc les gens sont très préoccupés, les présidents d'associations, je le suis, et tous les membres du CIMI le sont, donc les gens sont déjà très préoccupés. Donc si nous donnons une priorité, c'est que nous avons foi à ce que le CIMI puisse assumer un rôle que l'on ne pourrait peut-être pas assumer, c'est-à-dire dans l'état des collectifs existants, parce qu'il y a des collectifs qui existent, il y a des gens qui ont pensé, il y a une certaine façon du vivre ensemble, mais visiblement il n'est pas assez suffisant par rapport, comme je l'ai dit, nous sommes passés du besoin au devoir citoyen. On va être pris par le temps, donc juste très, très rapidement pour refermer cet entretien. Vous allez avoir des moyens? Vous avez des moyens dans le cadre de ce CIMI? Du moins, les moyens sont réclamés, sont demandés. Normalement, ils devraient venir parce que cela va conditionner la suite, la suite de la chose, de l'émission, de la réussite. Ça conditionne la réussite. Et puis, ce partenariat, il ne faut pas qu'il accuse de défection. Donc, tout un chacun est responsable au niveau de la responsabilité pour que cette chose-là qui va servir, c'est-à-dire le vivre ensemble, donc la vie du quotidien du Français. Donc, il est important que on le regarde avec l'attention que cela suscite ou mérite. Une toute dernière question, nous sommes en plein Ramadan, je voudrais juste vous faire réagir sur la fin du Ramadan. La mise en place d'un abattoir mobile sur Elancourt, une nouvelle fois, c'est reconduit.
C'est suffisant? Ou ça fait partie des problèmes aussi que vous allez saisir? C'est jamais assez suffisant, mais je pense qu'il va répondre déjà, à ça. Vous qui êtes un peu plus loin d'ailleurs sur Saint-Germain, par exemple. L'abattoir mobile, donc c'est plutôt pour l'Aïd el-Kébir, c'est-à-dire dans 2 mois, au-delà de la fin du Ramadan. Mais oui, l'abattoir mobile nous sert, nous, à Saint-Germain. Moi-même, donc, j'ai pu faire l'Aïd 2 fois ici à Elancourt grâce à cet abattoir. Mais ce n'est pas suffisant. Et donc, il va falloir, j'espère, trouver d'autres solutions avec on va dire, la préfecture, les maires des communes, pour essayer vraiment d'apaiser aussi, de faciliter ce rite qui est très important pour la population. Allez-y brièvement. Le 15 juin, il y a eu une rencontre, une instance de dialogue qui a été installée au sein du ministère de l'Intérieur, et toutes ces questions du rituel ont été c'est-à-dire évoquées, notamment les abattoirs. Puis il y a des solutions qui méritent d'être exploitées, où il y a des gens qui ont déjà de bonnes expériences. Ça mérite d'être médité puis généralisé avec les particularités de chaque département. Mais ça, il faudra voir au cas par cas et faire en sorte que la chose ne vienne pas gêner, au contraire, vienne apaiser, apporter la solution espérée. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Le Conseil des institutions musulmanes dans les Yvelines est donc lancé, et c'est une première en France. Dernier volet ce soir de notre dossier consacré à l'Europe. Nous nous penchons sur les relations entretenues par les citoyens avec l'institution face à la chute de la participation aux différents scrutins, également face à la montée des extrêmes. Le projet Back to School, retour à l'école, a vu le jour. Il permet à des membres de la Commission européenne de rencontrer des lycéens. Le reportage. Merci. Jacques Mettet, à présent directeur à la Commission européenne, a fait ses études au lycée Alain du Vésinet. Il est revenu dans son ancien établissement avec un objectif tout particulier. Ma motivation, c'est non pas d'essayer de vendre l'Europe. Je ne suis pas là comme un vendeur. Je suis là pour communiquer, c'est-à-dire essayer de clarifier certains points, d'expliquer certaines choses, mais aussi pour écouter. Et je suis très très désireux de savoir un petit peu ce que la jeune génération pense et ce à quoi elle aspire. Je sais qu'il y a des anxiétés, il y a des aspirations, il y a des problèmes, on se pose des questions. Il y a une certaine image de l'Europe. Je leur ai dit qu'il y avait beaucoup de choses utiles qui étaient en construction. Parfois, ils étaient un peu surpris. Parce qu'on a tendance parfois à ne voir que les problèmes, mais en fait, il y a des choses très positives au niveau européen. Je crois que ça les a un petit peu rassurés, en tout cas. Quand on a, je dirais, un contrôle plus direct sur sa représentation, on aura normalement tendance, d'abord on l'aura choisi, on aura le sentiment d'avoir choisi. Je les ai encouragés à certaines choses, comme à la mobilité. Je leur ai parlé un petit peu du programme Erasmus, combien c'était une valeur ajoutée dans leur CV d'aller voir d'autres expériences, d'autres modèles de pensée, apprendre d'autres langues. Et je trouve que c'est vraiment bien, parce qu'avoir ce lien direct, c'est ce qu'il y a vraiment de mieux. On parle directement, et si j'avais un message de conclusion, ce serait de dire j'espère que je serai invité encore pour pouvoir continuer la conversation. L'avenir sont les jeunes. Il n'y a pas de mystère, il n'y a aucune hésitation possible là-dessus. On ne se rend pas compte de tous les enjeux qu'il y a derrière. Le fait qu'il y a 28 pays, donc ça montre qu'il y a vraiment donc beaucoup de cultures qui sont très différentes et c'est difficile de mettre tout le monde d'accord. Je trouve que c'est une très bonne initiative de la part du lycée et de la Commission européenne. Le sentiment d'appartenance au statut de citoyen européen était l'un des sujets de discussion ce jour-là. Je me sens européen parce que j'ai grandi dans l'Union européenne et j'ai grandi avec l'euro. Donc je dirais que je me sens européen presque malgré moi parce qu'on ne m'a pas vraiment enseigné ce que c'est qu'être européen, ce que c'est l'Union européenne. Donc c'est pas très rationnel en fait. Il y a un travail pédagogique à faire, donc ça passe notamment par des conférences de ce genre-là, mais même intégrer ce que c'est l'Union européenne et faire comprendre aux étudiants, même à partir d'un jeune âge, que finalement ça impacte leur vie de tous les jours de manière visible. Back to School, une initiative lancée en 2007 par le gouvernement allemand. La France y participait pour la première fois cette année et c'est un franc succès. Près de 300 fonctionnaires y ont pris part. Fin
Fin de notre dossier Europe pour cette semaine. 5426 diplômés de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines retrouvés grâce à un jeu en ligne. La première saison de Game of UVSQ, c'est son nom, s'est déroulée sur 3 mois. Il doit permettre à terme de recenser l'ensemble des étudiants passés et diplômés par l'établissement afin qu'ils entretiennent des relations et fassent la promotion de la fondation UVSQ. Cette façon ludique de procéder fera son retour à la rentrée de septembre. Rendez-vous demain, c'est la fin de ce journal pour une nouvelle édition. Nous ferons le point sur l'actualité du jour, comme chaque vendredi. Également, l'essentiel de la semaine, votre soirée sur TV Fil, c'est avec Florane Parfait pour Fileco. Bonne soirée donc et à demain.